Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur l'échiquier international, un nouveau numéro présenté en direct sur Al24 News. Le monde entier a assisté à l'échange des prisonniers entre l'entité sioniste et les Palestiniens conformément aux conditions acceptées par les deux parties, mais loin des moments de bonheur de ces familles qui ont pu revoir leurs proches en détention depuis des années. D'autres familles palestiniennes ont récupéré la mort dans l'âme, les dépouilles de leurs proches, et quelle ne fut leur surprise de découvrir des corps entièrement mutilés portant les traces de torture. Les dépouilles étaient dans un état épouvantable, double souffrance pour leurs proches qui ont eu du mal à les reconnaître. Certains constats de médias et de médecins font même état de vol d'organes avérés. C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec nos deux invités que nous découvrons dans un tout petit moment. Alors, pour en discuter de ce sujet, nous avons avec nous Christophe Oberlin, professeur des universités, chirurgien humanitaire, spécialisé dans la chirurgie de la main et de la microchirurgie, mais également auteur de plusieurs ouvrages concernant la Palestine, dont justement un livre sur Cheikh Yassine. Christophe Oberlin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Gertal, de votre invitation également. Manuel Pouchelet est également avec nous, analyste des questions internationales depuis Paris en direct. Manuel Pouchelet, bonsoir, merci d'avoir ou d'être des nôtres. Merci madame et merci pour votre invitation. Alors, l'euphorie un peu passée d'un cessez-le-feu, donc on va dire qui n'a pas été respecté jusqu'à la lettre, puisque de toute façon, les bombardements sur Gaza continuent, mais on va quand même dire qu'il s'agit d'un cessez-le-feu ou d'un plan de paix. Donc, le moment d'euphorie passé, les moments de joie après la libération, et on l'a vu, des prisonniers palestiniens dans les geôles donc israéliennes, ont été également un grand moment de soulagement de voir tous ces prisonniers donc rejoindre leur famille. Eh ben, la joie n'a pas été pour tous, puisque de toute façon, d'autres familles palestiniennes ont pu récupérer aussi leurs prisonniers, mais cette fois-ci, on va dire des dépouilles qu'ils ont dû découvrir. Alors, donc la mort dans l'âme, puisqu'ils ont découvert quand même des dépouilles qui étaient dans un état épouvantable. Pour commencer, Christophe Oberlin, avec vous, un état épouvantable où ces corps étaient mutilés, des dépouilles avec donc les yeux bandés toujours, les mains ligotées derrière le dos, les pieds parfois, des corps sans tête, des corps mutilés. Et on viendra par la suite, certains médecins légistes parlent même carrément de vol d'organes, puisqu'il manquait soit une tête, soit un membre, soit des organes internes. Écoutez, je ne me prononcerai pas sur l'éventuel vol d'organes, mais une fois de plus, Israël manifeste à la fois un mépris et un défaut de connaissance des Palestiniens. Je connais assez bien et de près la cellule Forensic Team, c'est-à-dire la cellule médico-légale qui a été formée. C'est une cellule entièrement palestinienne sous la direction du ministre de l'Intérieur et plus précisément du chef des services de renseignement. Et donc, c'est cette équipe qui travaille depuis des années. En particulier, c'est grâce à ces recueils de preuves effectués de façon professionnelle que près de 3000 plaintes ont été envoyées à la Cour pénale internationale concernant les blessés des marches du retour. Donc, c'est d'un immense mépris et d'une méconnaissance aussi de la qualité de la médecine palestinienne, et bien de penser que tous ces cadavres rendus avec des preuves de torture, eh bien ne seront pas utilisés lors du grand procès qui s'ouvrira à la Cour pénale internationale. Les Palestiniens ont été formés à des recueils de type totalement professionnel. Je sais qu'ils sont actuellement au travail, et une fois de plus, c'est une balle dans le pied que se tire Israël en osant montrer au monde entier ce qui va l'accabler plus tard. Très bien, Christophe Oberlin. Nous allons y revenir justement sur les témoignages des uns et des autres, et surtout par rapport à ces dépouilles qui ont été remis dans un état déplorable et épouvantable. Manuel Pouchelet,
Selon vous, pourquoi l'antitessionniste a rendu ses dépouilles dans un tel état, dans cet état? Est-ce que peut-être que lorsque ces personnes ont été prises en otage ou ont été faits prisonniers, parce qu'on a vu quand même des scènes de grands fils d'arrestation où on avait des hommes complètement mis à nu, ils étaient nus pratiquement, et qui donc étaient ligotés et qui sont partis on ne sait où. D'ailleurs, on se pose la question, est-ce qu'il ne s'agit pas de ces gens-là qui sont revenus, bien sûr, dans un linceul blanc? Alors, selon vous, Manuel Pouchelet, est-ce que on ne pensait pas que ces corps allaient être rendus? C'est difficile, vous savez, c'est un sujet très délicat. Moi qui suis ancien militaire, quand on avait des morts, les corps, s'ils n'étaient pas présentables, on ne les présentait jamais aux familles par respect de la mémoire du combattant. Maintenant, je pense qu'Israël a aussi un but, c'est de faire peur aux Palestiniens. C'est de leur montrer jusqu'où ils sont capables d'aller dans l'horreur. Malheureusement, là, on parle d'horreur ici. Et c'est un sujet suffisamment délicat pour alimenter le lourd dossier qui commence à s'accumuler de preuves contre Benjamin Netanyahou et sa clique ministérielle responsable de ces atrocités. Finalement, pouvoir donner une réponse franche sur ce. Maintenant, on a également, vous savez, comme dans tout conflit, il y a un droit de la guerre. On l'a observé sur d'autres conflits, notamment en Europe, où rendre les corps pour que ces personnes puissent faire leur deuil est un impératif qui dépasse, on va dire, l'aspect militaire, l'aspect des enjeux, l'aspect des cessez-le-feu. C'est un rite qui doit se faire pour commémorer justement ceux qui sont partis, ceux qui ont quitté. Mais on est face à une horreur absolue. Et ce qui vient d'être évoqué avec ce que vous nous dites concernant les vols d'organes, etc., bon, maintenant, il faut des preuves, qu'on soit bien d'accord, mais dans tout conflit, il y a une part de mystère, et malheureusement, ces histoires d'organes en font toujours partie. Il faut le savoir, ce n'est pas le premier conflit où on entend parler de vol d'organes, de corps mutilés. Maintenant, il faut penser aux Palestiniens qui doivent faire leur deuil, à ces familles, justement, où il faut respecter. Mais je pense qu'on n'est pas au bout d'une grande enquête qui va devoir apporter les preuves. Et vous savez, dans ce dossier palestinien, on sait pertinemment qu'avec la pression américaine, on n'aura jamais vraiment de réponse face à ce qui s'est passé pour ces personnes qui ont été restituées à leur famille. C'est vrai que Christophe Oberlin, on va dire que il va y avoir une enquête, mais réellement par le passé on a vu aussi qu'il y a eu des enquêtes qui n'ont pas porté très loin. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer qu'une enquête puisse mener à des résultats probants, d'autant plus que c'est le directeur général du ministère de la Santé à Gaza, Mounir Al-Borch, qui a dit que les corps, qui a tweeté sur son compte, ligotés comme des animaux, les yeux bandés, portant des traces horribles de torture et de brûlure qui relèvent ou révèlent l'ampleur des crimes commis en secret. Ils ne sont pas morts de mort naturelle, ils ont été exécutés après avoir été ligotés. D'autres disent que même après avoir été exécutés, il y a eu aussi des sévices sur des corps inertes. Non, écoutez, là, je vous rassure, si on peut dire, quand on dit que les enquêtes n'ont abouti à rien, non, il y a eu 2 mandats d'arrêt qui ont été délivrés quand même contre M. Netanyahou et M. Galland. Et en ce qui concerne la torture, eh bien, il est très facile pour des médecins légistes d'identifier les traces de torture et de les différencier de lésions post-mortem, de lésions pré-mortem. Autrement dit, les Israéliens ont livré exactement ce qu'il fallait pour qu'ils puissent être inculpés de façon précise pour fait de torture. Les noms des personnes qui ont été tuées sont connus, les prélèvements ont été faits, les photos ont été faites, les autopsies ont été faites selon les normes des autopsies, c'est-à-dire un film en continu, sans coupure possible. Rappelez-vous, pour vous donner simplement un exemple, au début des marches du retour, un Palestinien qui était amputé des 2 cuisses a été tué à la frontière israélienne d'une balle dans la tête, Ibrahim Aboutou Raya. Oui. La propagande israélienne a dit immédiatement la balle était palestinienne. Bon, immédiatement, une autopsie a été faite en continu selon les règles les plus modernes, les plus précises de l'autopsie, et on a pu démontrer que la balle était évidemment israélienne. Autrement dit, les Israéliens, dans leur arrogance, ignorent toujours que les Palestiniens
continuent à progresser, à se former. Ils ont maintenant des médecins légistes de très haut niveau et les preuves qu'ils ont livrées finalement à travers ces malheureux corps qui ont été donnés aux familles, eh bien, vont être utilisés à charge. Il n'y a aucun doute là-dessus. Oui, d'ailleurs, vous faites bien de le dire parce que Euromed avait souligné, donc, au vu des rapports qui ont été soumis par rapport donc au cas de torture avérée, évidente, que cela constituait effectivement des indicateurs très forts d'une intention génocidaire, Christophe Oberlin. Oui, ça fera partie du dossier, mais ça peut être aussi un dossier qui est déposé indépendamment à la Cour pénale internationale. Et ceci fera l'objet d'une investigation, c'est certain. Manuel Pouchelet. Oui. Est-ce que ces tortures, justement, attestent qu'il y avait réellement volonté et intention génocidaire? Parce que oui, jusque-là, il y en a qui dissertent sur le fait est-ce qu'il y a génocide ou pas, jusqu'au moment où on se parle. Hein. Il n'y a pas disserté. Il n'y a pas disserté, c'est un génocide. Il n'y a pas disserté, l'histoire le démontre, on parle de Seconde Guerre mondiale, moi qui ai pu être témoin de ce qui s'est passé également à Srebrenica en Bosnie-Herzégovine, il y a un génocide. Donc la manière dont ont été exécutées, excusez-moi du mot, ces personnes, c'est contraire. Un prisonnier, vous savez, il doit être traité humainement, puisqu'il y a derrière des textes internationaux, notamment certaines conventions, les conventions de Genève. Tout à fait. Oui, mais attention, le problème qu'il y a, c'est qu'Israël va toujours jouer sur l'aspect toujours très délicat, vous savez, du droit des conflits armés, en disant que ce n'étaient pas les représentants d'un État. Donc, en fait, ils peuvent s'autoriser le droit à faire telle ou telle exaction. Et ça, on en a la démonstration. Maintenant, ce que vous me dites, c'est bien la preuve que c'est un génocide. N'ayons pas peur des mots. Il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Ce sont des preuves suffisamment accablantes pour compléter le dossier au niveau des poursuites pour la Cour pénale internationale, dont on espère qu'on verra, bien entendu, un procès, voire un jugement contre ces auteurs. Vous avez les auteurs politiques, mais il faudra aussi remonter aux sources, c'est-à-dire les acteurs de ces actions. Et c'est là, en règle générale, où c'est un petit peu plus difficile à les rechercher ou à les retrouver. Mais est-ce qu'on aura un tribunal de Nuremberg, un petit peu comme cela s'est fait pour les crimes des nazis? Moi, j'en doute. Hein. Vous savez, j'ai assisté à plusieurs conflits pendant ma carrière et malheureusement, les auteurs n'ont jamais été poursuivis ou sont morts de leur belle mort. Ça, je peux vous le confirmer. Vous savez, le temps de la justice n'est pas forcément celui des familles et de ceux qui s'interrogent et de ceux qui veulent justice, malheureusement. Oui, mais vous savez, ces dépouilles qui ont été donc remises, finalement, attestent d'une chose, c'est que finalement, l'entité sioniste ne respecte aucune convention, aucun droit international, y compris donc la protection des prisonniers ou des gens qui se sont fait otages. Parce qu'on peut finalement comparer avec les otages, entre guillemets, du Hamas qui ont été libérés et en dépit de 2 ans donc de guerre sur Gaza, de bombardement d'un territoire complètement affamé, on a quand même essayé de sauver un maximum de ces otages pour les traiter dignement avec le témoignage de beaucoup d'entre eux. Donc on voit quand même, Christophe Oberlin, qu'on est face à 2 traitements complètement différents, alors que jusqu'au bout, on a toujours traité les Palestiniens, le Hamas y compris, d'être des sauvages, des terroristes. Oui. Effectivement, ce qui est frappant, c'est que finalement la partie israélienne se comporte un peu comme un gangster qui a tué 3 policiers. Il sait que de toute façon, le jour où il sera pris, il aura droit à la peine maximum. Et donc, d'une certaine façon, ça peut libérer une violence supplémentaire. Donc, c'est comme ça que Israël se comporte. Ce qui a d'effrayant, c'est que ça se passe non pas au niveau d'une seule personne, mais au niveau d'un État. Le sentiment d'impunité, eh bien, permet tout, y compris de livrer à la justice les véritables preuves de crimes de guerre qu'Israël a commis. Donc, c'est une situation assez paradoxale, mais en tout cas, je suis très, très confiant dans le fait que tout ceci sera jugé par morceaux, par tranches, si on peut dire, et sans parler de génocide. Le génocide est avéré puisque 4 critères sur 5 sont remplis, la définition juridique est acquise, mais en ce qui concerne ces faits de torture, il s'agit de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, qui seront jugés par eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire, il ne sera pas possible d'ailleurs de juger
dans un même temps tous les types de crimes de guerre qui ont été commis par Israël. Mais celui-ci pourrait être un des dossiers les plus faciles à plaider parce que les preuves, les identités, les acteurs sont connus. Très bien, Christophe. Ismaël Tawabta, Manuel Pouchelet, c'est le directeur général du bureau des médias du gouvernement à Gaza. Lui également a évoqué des soupçons de vol d'organes par Israël puisqu'il fait état d'absence d'organes internes. Si le cas s'avère donc, est-ce qu'on peut dire que finalement derrière ces civils, parce que ce ne sont pas des combattants, ce sont des civils qui ont été sortis de chez eux, qui ont été violentés de cette manière-là, est-ce que on peut dire que l'affaire serait encore plus grave parce que ça cacherait tout simplement un grand réseau justement de vol d'organes et cela est devenu de plus en plus courant en ce moment? Malheureusement, le vol d'organes, s'il est constaté, est encore une horreur supplémentaire dans l'horreur et dans l'échelle de l'horreur, si vous voulez. C'est là que c'est grave. Maintenant, il y a d'autres pays ou d'autres conflits où on pratique ce genre de vol d'organes. Pourquoi? Parce que vous avez toujours, excusez-moi, des clients qui sont prêts à payer des sommes astronomiques pour justement sauver un proche ou se sauver ou d'autres personnes. Malheureusement, moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet et ce que je constate, c'est que les autorités palestiniennes font preuve de la plus grande transparence, ce qui n'est pas le cas des autorités israéliennes qui vont de toute façon finir par avouer ces crimes, si vous voulez. Maintenant, l'histoire du vol des vols d'organes, excusez-moi, auprès de civils est particulièrement grave, mais peu importe la personne, le corps, normalement, doit être intègre. On ne touche pas au corps. C'est le respect absolu. Les conventions internationales le disent, le droit même des pays en question, que peu importe que ce soit en Palestine, en Israël ou d'autres pays sur la planète, on ne touche pas. Et puis d'ailleurs, même en France, aujourd'hui, on part du principe que le don d'organes est possible, mais en même temps, si on s'y oppose, il faut se faire connaître auprès des autorités en remplissant un formulaire. C'est horrible ce que je vous dis là, mais malheureusement, ça fait partie de la guerre et des crimes de guerre, le sujet que vous nous évoquez ce soir. C'est une preuve supplémentaire qui s'ajoute déjà dans une horreur indescriptible qui va, on va dire, je l'espère, conforter le travail déjà de recueillement dans un premier temps, mais surtout de poursuite contre les auteurs du côté israélien. Maintenant qu'il l'a fait, il va falloir les identifier. Je préfère le dire de suite. Vous savez, dans ces affaires-là, c'est toujours très compliqué. Moi-même, j'avais été auditionné, si vous voulez, dans le cadre, pour avoir été témoin d'exactions sur des territoires étrangers où j'étais déployé. Mais une chose est sûre, Israël ne respecte pas le droit international puisque dans les conventions de guerre, normalement, tout prisonnier doit être traité humainement. Et ça, c'est un texte et les armées s'y engagent, en tout cas les armées de premier rang. Et l'armée israélienne en fait partie. Et je pense que malheureusement, ce qu'on risque de découvrir, c'est que ce soit l'initiative de certains chefs haillons qui n'ont pas obéi aux ordres. Et vous verrez qu'il y aura sûrement, je l'espère, une investigation suffisamment poussée pour savoir qui sont les auteurs de ces crimes horribles et abominables. Oui, mais ces chefs haillons, comme vous le dites, je pense que s'ils n'avaient pas vraiment bénéficié de l'impunité la plus totale, ils n'auraient pas agi de la sorte. Donc finalement, pour une armée la plus morale, on voit le résultat, il est très visible. Christophe Oberlin. Alors pendant que, bien sûr, on constate des dégâts après des dépouilles complètement mutilées, de l'autre côté, on continue d'avancer. On continue d'avancer parce que tout simplement, on parle déjà de la construction de Raza, mais pas de la manière qu'on entend. C'est-à-dire, ce n'est pas pour les beaux yeux des Razaouis, encore moins des Palestiniens. C'est tout simplement parce que ça rentre dans un projet, dans un plan pour qu'on essaye de faire de Raza, ce plan futuriste. Eh ben, est-ce qu'il est étonnant aujourd'hui, ou doit-on trouver cela étrange, que dans ce plan de reconstruction, il y a une véritable machine immobilière, si vous voulez, où on en retrouve des noms très connus comme Jared Kushner, comme Witkoff, comme le patron de la fondation, la fameuse fondation très critiquée, très controversée, donc humanitaire à Raza, qui sont actionnaires de ce grand projet immobilier, parce qu'il s'agit juste d'un projet immobilier. Et ce n'est même pas d'une reconstruction de Raza, dans le sens humanitaire du terme, je dirais. Écoutez, ça fait encore partie, moi ça fait 25 ans que j'entends parler de grands projets délirants
que les Occidentaux voudraient imposer aux Palestiniens. Rappelons-nous simplement, par exemple, l'évacuation des colonies qui représentaient 30% de la surface de Gaza en 2005. À ce moment-là, eh bien, tous les bâtiments construits par les colons, tout a été détruit. Et à ce moment-là, on a entendu des commentaires les plus invraisemblables nous disant qu'il faudrait 10 ans, 15 ans, rien que pour évacuer les décombres. Et puis ce qui s'est passé, c'est exactement le contraire. Excusez-moi de me citer, mais dans mon livre sur les chroniques de Gaza, il y a un chapitre que j'ai intitulé, c'est paru en 2011, j'ai intitulé « Ils savent aussi faire fleurir le désert ». Ça raconte la reconstruction de ces 30% de la bande de Gaza sur le plan agricole, sur le plan immobilier. Et pour donner un seul chiffre, dans chaque immeuble qui a été détruit, dans chaque bâtiment, 80% des matériaux sont récupérés sur place. Donc il ne s'agit pas d'évacuer les décombres dans l'océan, de créer une île artificielle ou un projet de ce genre. Tout est reconstruit sur place. Les entreprises de Gaza, eh bien, on leur donne un bâtiment complètement détruit et en concassant les matériaux durs, en récupérant le fer, eh bien, ils récupèrent 80%. Donc, ce qu'il faut là-bas, c'est faire entrer du ciment et tout sera reconstruit sur place. La deuxième chose que M. Kouchner et les autres, eh bien, semblent ignorer, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Chaque famille palestinienne est en train de retourner ou est retournée sur le site où elle habitait précédemment. Et on ne va pas tout raser pour construire des barres d'immeubles dans tous les sens. Chacun demandera à être relogé sur le site de son habitation, ou en tout cas à proximité. C'est-à-dire qu'il n'y a que les Gazaouis qui sont capables d'identifier les constructions à faire, quel type de construction. Tout ceci se fera par le ministère de l'économie, par le ministère de la reconstruction. Et je rappelle qu'à partir après certaines offensives israéliennes, eh bien, tout a été reconstruit dans des délais de quelques années, et les habitants ont pu retrouver parfois, et j'en ai été le témoin, des bâtiments qui ont été reconstruits exactement de la même manière que là où ils habitaient auparavant. Les Gazaouis sont les champions de la reconstruction, et c'est la reconstruction qui sera le moteur de la croissance après l'offensive de 2004. La croissance a été une croissance à 2 chiffres pendant plusieurs années. Très bien, Christophe. Manuel Pouchelet, il nous reste quelques minutes. Je voudrais donc terminer avec vous. Je n'ai pas le choix. On doit terminer de toute façon. Oui. Mais Manuel Pouchelet, je voulais savoir, franchement, on n'est pas en train de penser, comme tout à l'heure vient de le dire Christophe Oberlin, à reconstruire Gaza et bien sûr à impliquer les Gazaouis. Là, on est carrément dans ce qu'on appellerait des promotions immobilières où les hommes d'affaires qui ont de l'argent viennent pour investir, puisque de toute façon, Kouchner n'est pas connu pour être un homme politique. Et en plus, il est en négociation alors qu'il n'a aucun poste chez Trump. Il est juste sans gendre. Donc, vous voyez. Bah, finalement, vous savez que Kouchner est aussi l'artisan du plan avec le rapprochement des Émirats Arabes Unis et les accords Abrams. Et il faut savoir que vous parlez de Gaza avec le projet immobilier. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, vous avez dans 3 ou 4 pays du Golfe des projets immobiliers menés par Trump. D'ailleurs, pour vous donner une référence, pour préciser les informations, il suffit de regarder le discours de Donald Trump à la Knesset. Il a félicité M. Witkoff, qui n'est ni plus ni moins qu'un ancien agent immobilier, si vous voulez. Donc ces personnes-là n'ont rien à voir avec la diplomatie et le suivi des dossiers du Moyen-Orient. Ce sont juste des hommes d'affaires opportunistes qui souhaitent reconstruire, mais comme l'a très bien justement souligné M. Oberlin, je vais vous dire une chose, la paix ne se fera que si ce sont les Gazaouis et les Palestiniens qui reconstruisent leur habitat. C'est comme ça que ça va fonctionner, c'est comme ça que la paix pourra être durable. Je vous ferai remarquer qu'on a beaucoup incité sur la paix durable au cours de ces négociations. Il faut que ces personnes puissent reconstruire rapidement, si je puis me permettre, parce qu'en même temps, ça va les occuper, ça va aussi développer de nouvelles affaires. Mais derrière tout ça, il y a aussi un autre enjeu, et je ne cesse de le répéter, c'est que dans la bande de Gaza, il y a également des ressources naturelles comme l'eau dont a besoin Israël pour également assurer certaines activités économiques, voilà, sa survie, mais également son agriculture. Et tout comme en Cisjordanie d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez ces conflits sans fin. Moi-même au Liban, je peux vous garantir une chose, j'ai été témoin, vous savez, après la guerre de 33 jours, dans 2006, moi j'ai vu le village de Binjbail qui avait été rasé.
J'ai fait 6 mois de mandat au niveau de l'ONU. À la fin des 6 mois de mandat, le village était aux 3/4 reconstruit par la population, certes, mais avec aussi des aides étrangères. Voilà. Merci beaucoup, Manuel Pouchelet. Je rappelle que vous êtes analyste de questions internationales. Était avec nous également Christophe Oberlin, professeur des universités, chirurgien humanitaire spécialisé dans la chirurgie de la main et la microchirurgie et auteur de plusieurs ouvrages sur la Palestine que je conseille vivement à nos amis spectateurs. Au revoir.